Voilà, et nous sommes en direct sur France Info avec Éric Coquerel. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. On vient d'entendre Michel Barnier. Il dit la crise financière est devant nous. Vous partagez ce constat ? Non, elle est pas devant nous, elle est là maintenant. Voilà. Et elle est là maintenant, il faut chercher les responsabilités. Les responsabilités, c'est ceux qui, de manière totalement imprudente, ont baissé les recettes de l'État de 62 milliards. Il n'y aurait pas eu ces 62 milliards, on ne serait pas au-dessus de 3% de déficit. Vous contestez les baisses d'impôts qui ont été faites sous Emmanuel Macron ? Bien évidemment, des baisses d'impôts qui ont bénéficié principalement aux 10% des Français les plus riches et plus encore aux 1%, vraiment les ultra riches et les très grandes entreprises. Voilà, c'est ça, ces baisses d'impôts. Ça n'a pas rejailli sur l'activité économique. L'activité économique se porte bien, non, pourtant. C'est pas vrai. La croissance est bonne, le taux d'emploi n'a jamais été aussi bas. C'est pas vrai. Le taux d'emploi ? Non, c'est pas vrai, ça dépend ce que vous mettez en emploi. Il se trouve que, en même temps, ils ont fait une politique de tout apprentissage qui a gonflé historiquement le chiffre d'apprentis et que, je vous l'apprends peut-être, mais les apprentis sont considérés comme des emplois. Ils mettent dans les emplois, par exemple, l'augmentation historique des travailleurs ubérisés. Travail à la tâche. Bien. Non. Une précarisation de l'emploi, alors. Précarisation de l'emploi, développement de l'emploi pauvre. Donc, ce résultat économique que vous me donnez, moi, je le conteste. Voilà, on a un gouvernement qui n'arrête pas de faire sa propagande, mais quand on regarde les faits, on s'aperçoit que c'est plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que le pouvoir d'achat des salariés baisse en réalité tendanciellement depuis 2017, contrairement aux ultra-riches. Michel Barnier nous dit, si on ne fait rien, le déficit budgétaire va déraper à 7%. Il est déjà à 6,1%, annoncé en tout cas pour la fin de l'année, alors que les prévisions étaient autour de 5,1%. Vous, président de la Commission des finances, vous découvrez ça ou vous voyez quand même la situation se dégrader ? Bon, on la voit, mais déjà, une première chose, c'est que... Vous n'êtes pas tombé de l'armoire comme Michel Barnier ? Non, nous, on n'est pas tombé de l'armoire. Mais ça m'étonne qu'il soit tombé de l'armoire. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il a un directeur de cabinet qui s'appelle M. Fournel et qui était le directeur de cabinet de Bruno Le Maire. Oui, voilà. Enfin, il n'était pas aux responsabilités. Et... D'accord, mais enfin, à mon avis, il avait les informations. Donc, disons qu'il est tombé moins haut de l'armoire qu'il ne le dit. Donc, vous saviez ? Vous n'avez pas alerté plus que ça ? Mais si vous regardez les débats parlementaires, je sais que vous les regardez, vous savez qu'au moment de la discussion du programme de stabilité, c'était la discussion qui donne la trajectoire jusqu'en 2027, tout le monde, tous les groupes, même y compris le président Pierre Moscovici du Haut Conseil des finances publiques, ont dit tout ça n'est absolument pas crédible à l'époque. Bon. Et 2 mois après, on a vérifié au début de l'année que effectivement c'était pas crédible. Ça a été le première révélation que les déficits c'était à peu près n'importe quoi. Un budget insincère, vous dites. Moi, en tout cas, c'est soit de l'insincérité, soit de la cécité. Alors, il faut choisir, mais dans les 2 cas, c'est assez problématique. Donc, on a ces budgets qui n'ont cessé d'augmenter les déficits. Et pourquoi ces déficits n'ont cessé d'augmenter ? Ils se grattent la tête, ils se demandent mais d'où ça vient ? Mais d'où ça vient, c'est simple, c'est que les recettes cette année n'ont pas cessé de baisser. Les recettes, impôts sur les sociétés, impôts sur le revenu, pour les bonnes raisons, c'est que comme ils ont baissé les seuils d'impôts et que la croissance est moindre que les années d'après Covid, il y a moins de rentrée d'argent. Plus la TVA qui est moins rentrée. Et comme on a des budgets qui sont de plus en plus, on va dire, aliénés, basés sur la TVA, de plus en plus. C'est-à-dire que quand vous baissez un impôt dans ce pays, vous mettez la TVA. Quand vous exonérez des cotisations, vous mettez la TVA. Le jour où la TVA baisse, Mais Emmanuel Macron n'a pas touché à la TVA. Non, c'est pas qu'il a touché à la TVA, c'est que la TVA a baissé, parce que la croissance a baissé, il y a moins de TVA, et l'inflation a baissé, et que quand l'inflation baisse, il y a moins de TVA. Michel Barnier, il dit, et la Cour des comptes aussi, c'est la faute des collectivités locales, à hauteur de 16 milliards. C'est vrai ça ou pas ? Elles ont beau dos, les collectivités locales. Non, c'est pas vrai. D'abord, personne n'est capable de trouver ce chiffre, je vous l'annonce aujourd'hui. Le dernier chiffre concret que nous avons, c'est une note du Trésor en juillet qui explique qu'il y a un déficit de 3 milliards. Et en plus, le terme déficit est impropre parce que les collectivités, par essence, ne peuvent pas faire de déficit. Elles puisent sur leur épargne. Donc, c'est pas l'État qui paye pour les collectivités. Oui, ou elles empruntent pour investir. Voilà. Et donc, si on reproche maintenant aux collectivités à qui on demande de le faire, d'investir, notamment pour la transition écologique, alors là, je veux dire, l'investissement en France va vraiment vite s'arrêter. Donc non, je pense que c'est vraiment une mauvaise accusation. Vous êtes d'accord sur les objectifs, 5% de déficit en 2025, 3% en 2029 ? La question, c'est pas la trajectoire, la question, c'est comment on y arrive. Mais vous êtes d'accord qu'il faut quand même faire un effort sur les finances publiques ? Moi, je pense que le principal effort aujourd'hui, crucial dans notre pays, c'est comment on investit, notamment pour la bifurcation écologique, parce que la dette écologique, dont parle maintenant Michel Barnier, j'en suis ravi, c'est ce que nous disons depuis longtemps, il reprend nos mots, tant mieux. Mais enfin, il faut le faire
concrètement. Et la dette écologique, celle-là, on ne peut pas la négocier, on ne peut pas la reporter, on ne peut pas l'annuler, elle peut nous tuer. Voilà, pour aller vite, je schématise. Bien. Donc, moi, ma préoccupation, c'est comment on dégage des marges de manœuvre pour investir d'un point de vue écologique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'avoir une politique où on ne regarde pas comme ça à court terme la question des déficits, mais on regarde comment on peut relancer l'activité de manière écologiquement soutenable. Et donc ça veut dire qu'il faut mettre l'argent du côté du travail, il faut mettre l'argent du côté des salaires, il faut mettre l'argent du côté des pensions de retraités pour relancer l'économie. Et que ça va faire rentrer des cotisations et en même temps d'augmenter les impôts pour les plus riches, pour les plus grandes entreprises, mais de manière beaucoup plus importante que ça prête à faire le gouvernement. Et vous verrez qu'à la fois on aura de l'argent pour investir, et progressivement, on aura de l'argent pour réduire les déficits. Alors, venons-en justement à ce budget 2025. Alors déjà, une chose, c'est que vous avez eu du mal à avoir ces lettres plafond en tant que président de la Commission des Finances. Elles ont eu beaucoup de retard. Michel Barnier a été nommé aussi assez tardivement. Vous êtes allé à Bercy, vous êtes allé à Matignon pour les demander. Vous ne les avez pas eues à ce moment-là. Or, on doit vous les donner. Est-ce que vous allez saisir le Conseil constitutionnel, faire un recours ? Oui, à la fin du budget, il y aura de toute façon, comme d'habitude, une saisie du Conseil constitutionnel et ça va rentrer en compte bien évidemment dans les sujets. Bon, maintenant, de toute façon, alors on n'a pas eu les plafonds, on a quand même réussi à force à obtenir les sommes par ministère. C'est là qu'on s'est aperçu, j'allais dire, de l'hémorragie en termes de dépenses publiques. La France va connaître la plus grande hémorragie de toute la Ve République. Si on baisse les dépenses de l'État, les dépenses de la sécurité sociale et des collectivités de 40 milliards, c'est du jamais vu. C'est l'équivalent de ce qu'a subi la Grèce au moment de la crise suprême et on sait comment la Grèce s'en est mal sortie. Mais on emprunte aujourd'hui plus cher que la Grèce. Oui, peut-être. Mais enfin bon, on emprunte encore en dessous de l'inflation. Donc attention. Donc c'est de l'austérité. C'est de l'austérité qui nous attend ou pas ? Pour faire des prétextes à l'austérité, la France n'est pas dans une situation de faillite. La France n'est pas dans une situation où aujourd'hui les marchés veulent pas lui prêter. Au contraire, les marchés adorent les emprunts d'État et notamment comme ceux de la France. Mais par contre, la situation commence à déraper, ça c'est vrai. Budget d'austérité ? De super austérité. Super austérité. C'est du jamais vu. Rendez-vous compte que je prends un seul exemple. Je reviens à l'écologie. D'accord. Tout le monde s'accorde de dire il faut beaucoup plus pour l'écologie. Monsieur Pisani-Ferry, économiste qui était proche de Monsieur Macron, estime qu'il faut 37 milliards d'ici 2027 d'investissement public en plus de celui qui est actuellement. Monsieur Draghi, au niveau européen, pense qu'il faut 800 milliards d'euros d'investissement dans l'écologie. Donc tout le monde s'accorde. Qu'est-ce que va faire ce budget l'an prochain ? Il va faire en sorte d'amputer de 60% les fonds verts. Alors j'explique en 2 secondes ce qu'est les fonds verts. Les fonds verts, c'est un truc qui marche très bien, qui permet à l'État de mettre de l'argent et les collectivités mettent à côté pour des investissements écologiques. 1,5 milliard de moins de fonds verts l'an prochain, c'est 5 milliards d'investissements en moins dans les collectivités. Donc tout ça, c'est n'importe quoi en matière écologique et c'est vrai en matière d'éducation, de santé, de travail, d'économie, de sport, de culture, etc. La liste est longue. Je vous fais réagir à ce décalage éventuel des pensions des retraités qui pourraient être indexés sur l'inflation, mais qu'au 1er juillet et non au 1er janvier. Vous vous y opposez ? Bien sûr, c'est une mesure à la fois injuste. Ça veut dire qu'on demande aux retraités de payer pour tous les cadeaux fiscaux qui ont été faits aux plus riches, parce que c'est ça la réalité. Mais en plus, c'est une mesure Ils vivent mieux que les actifs, les retraités, non ? Comment ? Ils vivent mieux que les actifs, les retraités ? Bon, ça dépend quel retraité, excusez-moi, mais il y a beaucoup de retraités qui vous écoutent dire ça, qui se demandent comment on peut dire des choses comme ça. Vous avez non, mais il faut prendre l'ensemble des retraités. Oui, d'accord, mais les retraités, ok, on prend l'ensemble des retraités, mais moi je regarde aussi le nombre de retraités qui vivent en dessous du SMIC et qui savent que eux, contrairement à des salariés, ils n'ont pas d'espérance de promotion sociale. C'est toute leur vie qu'ils vont vivre en dessous du SMIC. Donc non, les retraités ne vivent pas bien. Et cette mesure, en plus, c'est une mesure qui, d'un point de vue économique, est stupide. Pourquoi ? Parce que si on baisse les pensions, on baisse la consommation populaire. Si on baisse la consommation populaire, on baisse l'activité. Tout ça, à la fin, c'est un effet récessif. Alors, il y a 2/3 des efforts sur les 60 milliards qu'il faut trouver qui vont porter sur la baisse des dépenses. Est-ce que vous voyez, vous, sur quoi ça va porter exactement ? Parce que ça voudrait dire quand même 40 milliards sur la baisse des dépenses. Il y aura le non-remplacement de fonctionnaires, mais qui ne sont pas en contact avec le public. Il y aura des rapprochements d'opérateurs de l'État. Vous pensez qu'on arrive à 40 milliards ? On ne les voit pas encore, très franchement, donc ça m'effraie. Mais oui, ils peuvent arriver à 40 milliards. Je pense qu'ils vont attaquer, de ce conseil, ils vont attaquer le budget de la sécurité sociale à hauteur de 15 milliards. Donc je pense que tout le monde va être impacté dans un moment où
J'ai regardé, je crois que c'était sur votre chaîne, l'autre jour, j'ai vu le président de la Fédération des hôpitaux de France, qui est un maire Horizon de Reims, qui sonnait en disant il faut arrêter d'appauvrir l'hôpital public. Bon, bah là, inévitablement, ça va toucher l'hôpital public. Ça ne peut que renforcer les déserts médicaux, ça ne peut que renforcer les déremboursements, etc. Donc c'est absolument dramatique. Donc si c'est 15 milliards, c'est une saignée sur la sécurité sociale au moment même où chacun s'accorde que le moins qu'on puisse dire, c'est que la santé publique ne va pas bien. Voilà. Vous avez dit une chose, je reviens sur ce que vous avez dit sur les fonctionnaires. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde dit que ce qui a conduit à supprimer un départ à la retraite sur 2 de fonctionnaires était une imbécilité, parce qu'il manque des fonctionnaires partout. Voilà, je vous le dis, il manque des enseignants. La preuve, c'est qu'on veut faire revenir les retraités. Il manque des médecins, il manque des soignants. On peut faire la liste est longue. Et là, on voudrait encore continuer à supprimer les fonctionnaires, mais c'est une politique. Vous avez déposé une motion de censure hier, les 4 groupes de gauche. Ce budget, il mérite aussi une censure ? Ah, bien sûr. Et vous verrez qu'il sera censuré. Il sera censuré. Donc vous tablez sur les voix du Rassemblement national ? On table sur le fait de déposer une motion de censure, puis après les députés votent. Que je sache aujourd'hui ce gouvernement. Mais vous pensez que ces voix vont s'allier ? Mais je pense surtout qu'on a eu le tort, M. Macron a eu le tort de proposer à une minorité, et encore on ne sait même pas si elle est vraiment homogène. La preuve, c'est que j'ai entendu M. Darmanin disant qu'il ne va pas voter le budget. Donc tout ça est très... Pour l'instant, sur le papier, on ne sait pas sur quoi repose le gouvernement de M. Est-ce qu'il y aura un vote aussi ça passera peut-être par 49.3. Mais si ça passe par 49.3, il y a motion de censure. Il l'a annoncé d'ailleurs. Ça a été une des choses peut-être que les gens n'ont pas entendu, parce que jusqu'à maintenant, ils hésitaient là-dessus. Il nous dit qu'il y aura 49.3. S'il y a 49.3, il y a motion de censure. Puis on verra bien ce que fait le Rassemblement national. Est-ce que le Rassemblement national soutiendra jusqu'au bout un gouvernement d'austérité? Ça sera les responsabilités de Marine Le Pen. Moi, je pense que le gouvernement ne passera pas l'hiver. Une question politique à présent sur Karim Bouamrane, qui est le maire de Saint-Ouen, qui a fondé sa propre écurie, puisqu'il a créé son parti qui s'appelle La France humaine et forte, qui a réuni, c'était jeudi soir, un peu tous les anti-Mélenchon, en fait, beaucoup de sociodémocrates. Vous vous sentez exclu? Vous vous dites que... On n'a pas envie d'ailleurs. Pourquoi voudriez-vous qu'on soit dans un aéropage qui... dont la particularité, c'est de sans arrêt de taper sur France Insoumise. Et pourquoi il tape sur France Insoumise? Tout simplement parce que on incarne le fait que la gauche est revenue sur ses bases. Voilà, sur les bases de transformation, de changer la vie des gens, et non pas de ne rien faire comme ça a été les années Hollande qui nous a donné M. Macron. C'est exactement ce retour vers le passé que, malheureusement, je le dis parce que moi, j'ai une certaine sympathie pour Karim Bouamrane, dans le sens où c'est une de ses forces. Effectivement, c'est un des seuls élus du PS, d'ailleurs, qui vient d'une ville populaire, qui vient des quartiers populaires, qui est issu, on le sait, d'une famille d'immigration. Donc ça attire de la sympathie. Voilà, moi je souhaite qu'il y ait beaucoup plus d'élus de ce type. Mais si c'est au service d'un retour vers le passé qui nous propose à nouveau une gauche de mesures d'accompagnement qui tape en permanence sur France Insoumise, le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu le cheval de Troie de messieurs Hollande, Cambadélis, Barthelone, je les voyais tous autour. Est-ce que les Français ont vraiment envie de ce retour-là? J'en doute. Olivier Faure et Marine Tondelier plaident pour un candidat unique de la gauche. Vous êtes d'accord pour une primaire en vue de 2017? Non, je pense que la primaire, c'est pas la solution. Parce que pour une bonne raison, c'est que le problème de la primaire, à chaque fois que ça a été pris, ça a été l'annonce de la défaite du candidat qui est sorti de la primaire. Parce que les gens, une primaire, je pense qu'on ne peut déterminer un candidat que par rapport à un programme. Donc si vous avez une primaire, par exemple, admettons une primaire avec Monsieur Hollande. Monsieur Hollande est élu par cette primaire, parce que avec le programme qui est le sien, est-ce que vous croyez que je vais me sentir reconnu dans la candidature de Monsieur Hollande? Non. Donc dès le lendemain, je vais la critiquer et ça ne se passera pas. Donc, à mon avis, c'est d'autres solutions qu'il faut prendre. Je pense que déjà, il faut partir du programme. Et le programme, la gauche ne peut se rassembler que sur un programme de rupture. C'est ce qui lui a permis de gagner, je vous le rappelle, les élections législatives. Merci Éric Coquerel, président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, député LFI, insoumis de Seine-Saint-Denis. Merci d'avoir été avec nous pour l'invité politique sur France Info TV.